Avec l'aide du Maître du Monde, on est parti. On est aujourd'hui, le jeudi 2 Tishrei, et on est le 18 octobre. Et le cours est pour... De Tishrei, non, de Cheshvan. Oh, c'est pas possible, ils vont croire que je le fais exprès. Mais c'est absolument impossible, je ne sais pas. C'est quelque chose qui me dépasse. Non, tous les mois, tous les jours, je fais des erreurs de date. Tishrei. Qu'en que la Torah et ceux qui vivent avec sont au-dessus du temps. Donc ils n'arrivent pas à figer dans le temps. En plus, figer dans le temps un cours de Torah, c'est très difficile. On recommence, on tourne. On est aujourd'hui le 2 Marcheshvan et on est le 18 octobre, sans erreur cette fois-ci. Et donc, aujourd'hui, le cours est pour la guérison totale de Yehoshua ben Rachel. Aujourd'hui, notre cours traditionnel, notre premier cours traditionnel de Paracha depuis la reprise. Et comme vous le savez, le cours de Paracha est généralement un peu plus long qu'1 heure. Il est dense, il est prenant. Et surtout que, comme on vient de recommencer la Torah, toutes les parachiotes sont extrêmement puissantes et profondes, mais particulièrement les parachiotes du Sefer Bereshit, le premier livre que l'on vient de reprendre. Et donc on va aller doucement et sûrement. On est dans Parshat Noach. Alors j'ai choisi dans Parshat Noach un thème extrêmement important. Encore une fois, on va aller doucement et on rentre directement dans le vif du sujet. On va traiter plus ou moins, pas directement, mais indirectement du problème de la tour de Babel, puisque le sujet de la tour de Babel est le dernier sujet évoqué dans cette paracha, et on va commencer ce cours par des questions extrêmement importantes qui vont mettre en évidence un problème réel que l'on ne met pas souvent ou peut-être même pas du tout en évidence, et on y va. On s'aperçoit dans la Torah, on va relire le verset, que la conséquence de la tour de Babel a été la dispersion, comme il est marqué, que Dieu a confondu les langues. La Torah dit que toute l'humanité n'était qu'une seule langue avec un seul projet. Et donc la manière dont Hachem a réagi, c'est de confondre les langues, de manière à ce que les uns ne peuvent plus comprendre et communiquer avec les autres, et automatiquement se sont regroupés par affinité du langage, ceux qui parlaient la même langue et qui pouvaient se comprendre, et ils ont formé les futurs peuples. C'est-à-dire que quand Hachem a confondu les langues, évidemment il n'a pas confondu les langues de manière à ce que chaque individu parle une autre langue, sinon il n'y aurait pas eu de peuple. Mais il en a pris 10 millions à qui il a donné telle langue, 50 millions à qui il a donné une autre langue, et c'est comme ça que sont nés les 70 peuples, comme on le voit dans les versets, et comme nos maîtres l'expliquent. C'est ce qui a marqué dans le verset. Donc Hachem dit Ava Nerda, je vais descendre, Venavlacham Sefatai, je vais confondre leur langue. Je traduis volontairement par confondre leur langue parce que c'est une traduction malheureusement possible. C'est celle malheureusement utilisée par toutes les traductions et par tous les traducteurs depuis que la Bible a commencé à être traduite. Et c'est une traduction qui est beaucoup plus qu'imparfaite, voire même presque fausse, comme on le verra par la suite. Mais pour l'instant, comme c'est la traduction traditionnelle, c'est celle que je vais utiliser moi aussi. Donc je vais confondre leur langue, Asher lo ishmeu ish svat re'u, de manière à ce qu'ils ne pourront plus communiquer les uns avec les autres. Et c'est ce que dit le verset, Vayafetz Hachem otam misham. Hachem les a dispersés à partir de cet endroit, de cette fameuse plaine babylonienne dans laquelle ils ont construit la tour de Babel, Babylone, Alpene kol haaretz, donc sur toute la surface de la terre, Vayichdelu livnot ha'ir, et c'est automatiquement ce qui a mis fin au projet de construire cette cité. Alken kara shema Bavel, de là cet endroit a pris le nom de Bavel. Je traduis encore une fois d'après la traduction classique, confusion. Bavel veut dire confusion en hébreu biblique, et dans l'hébreu moderne, les balbel, les idbalbel, ça veut dire se confusionner. Et donc, Kisham balal Hashem svat kol haaretz, parce que c'est là-bas que Hashem a mélangé toutes les langues. Ou Misham Ifitzam, et c'est à partir de là qu'il les a dispersés
Hachem, donc les humains et donc les peuples, al pene kol haaretz, sur toute la surface de la terre. Donc, si je lis ce verset tel que je viens de le répéter devant vous, j'en arrive à la conclusion qui est pratiquement celle de tout le monde dans la rue et même dans les centres d'études, lorsque les choses ne sont pas approfondies, que les peuples sont nés véritablement, la différence entre les peuples, entre les langues, tout ça a commencé à partir de la tour de Babel. Si je vous avais demandé avant de commencer le cours, d'après l'histoire biblique, quand ont commencé véritablement les peuples, les nations, les différents langages et les différents pays, vous m'auriez dit, d'après l'histoire biblique, à partir de la tour de Babel. Or, c'est effectivement l'impression que donne le verset, mais c'est faux. Ce n'est pas juste. On peut éteindre, s'il vous plaît. Ce n'est pas tout à fait juste. On rallumera peut-être tout à l'heure, pour ça on peut éteindre. Ce n'est pas tout à fait juste. Comme on va le voir, parce que justement, avant ce passage, bien avant ce passage, il est déjà dit clairement que les peuples sont nés selon leur langage et qu'ils se sont installés dans différents endroits, etc. Regardons. Je reviens maintenant pas mal de versets en arrière. Je suis dans le chapitre 10, alors que ce que je viens de vous lire était dans le chapitre 11. Chaque chapitre a de nombreux versets, donc je reviens de nombreux versets en arrière. On nous dit tout de suite après que Noach soit sorti de l'arche et qu'il a fait ce qu'il a fait, que Hachem lui a promis par le biais d'une alliance qu'il ne détruirait plus jamais la terre. On nous dit que Noach a eu 3 enfants, comme vous le savez, Shem, Yafet, Ham, etc. Et voilà ce que la Torah nous dit. Et les Toldot Bene Noach. Et voici ce que sont devenus les enfants de Noach. On est donc un chapitre avant l'histoire de la tour de Babel. Voici l'histoire, les engendrements des enfants de Noach. Et on répète qui étaient les enfants de Noach. Shem, Ham et Yafet. Vaïvaldu lahem banim. Ils ont eux-mêmes eu des enfants. Achar hamaboul. Après le déluge. Donc on commence dans ce chapitre 10 l'histoire finalement de la nouvelle humanité. Et tout de suite la Torah dit Bnei Yafet, Yafet l'aîné a eu des enfants qui s'appellent Gomer, Magog, le fameux Magog, Madai, les Mèdes, Veyavan, la Grèce, Vetuval ou Mesher, Vetiras, Tiras, Rachid dit que c'est les Perses, Paras, etc. Et on continue, on parle même des enfants de ses enfants. Ubne Gomer, les enfants de Gomer étaient Ashkenaz, le fameux Ashkenaz, Ripat, Togarma. Togarma, on sait aussi qui c'est, d'après notre tradition, Togarma, c'est les Turcs, qui sont les Occidentaux, comme on le sait, puisque là on parle des enfants de Yafet et non des Arabes et des Orientaux. Et après on continue, on parle encore une fois des petits-enfants, Bne Yavan, Yavan, qui était lui-même le fils de Yafet, Yavan, Grèce. Jusqu'à aujourd'hui, la Grèce s'appelle Yavan en hébreu, même moderne. Yavan lui aussi a eu des enfants, Elisha, Tarshit, Kittim, Dodanim. Et qu'est-ce que dit le verset? Oumeele, et c'est à partir des enfants, Nifredou, Iye, Agoyim, qu'ont commencé à se constituer, à se diviser et à se séparer l'ensemble des peuples, Be'artsotam, selon leur, avec un S, pays, Ish Lilshono, chacun selon son langage, les Mishpechotam, selon leur famille, Begoyehem, ils ont fondé des nations. Donc, tout de suite, la Torah nous dit qu'effectivement, les enfants de ses enfants et les enfants de ses enfants, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, ils ont reconstitué l'humanité. L'humanité existait avant le déluge sous forme de peuples dans des pays différents. Noach et sa famille savent très bien, évidemment, qu'ils ont la mission de reconstruire l'humanité. Donc pour ça, il faut malgré tout un minimum de personnes. Donc le texte dit, au bout de quelques générations, lorsqu'il y avait suffisamment d'enfants pour commencer à constituer de nouveaux peuples, eh bien ils se sont séparés selon leur langage, selon leurs affinités. Ils ont construit les différents peuples. Donc on a un problème énorme.
c'est que d'abord la Torah témoigne dans le verset 10, avant le verset 11, du fait qu'il y avait déjà différents langages, puisqu'il est dit « Ish lil shono », chaque homme selon son langage. Il y avait différents peuples, il y avait différents territoires, différents pays. Et pour bien nous montrer qu'effectivement, on continue, après avoir parlé des enfants de Yafet, on parle maintenant des enfants de Ham, ou Bnei Ham, et qui sont les enfants de Ham, Ham, fils de Noach, Cush, qui a donné naissance à l'Afrique, jusqu'à aujourd'hui, comment appelle-t-on les Africains? Des Kushim. Cush, Mitzrayim, jusqu'à aujourd'hui l'Égypte, Put, Knaan, le territoire cananéen. Après, on parle des petits-enfants, Ubne Kush, Seva, Chavila, Safta, Rama, Saftacha, Ubne Rama, Sheodan, on parle même des arrière-petits-enfants ici, etc., etc. Et là, c'est pareil, on nous dit la même chose, que ils se sont eux aussi installés, selon Ele Bne Ham, tous ceux-là sont les enfants de Ham, les Mishpechotam selon leur famille, l'Ilshonotam selon leur langage, Be'artzotam Begoyem qui ont fondé différents peuples sur différents territoires. Et je ne vais pas le faire maintenant, mais on fait exactement la même chose. Je vais juste lire un verset après les enfants de Shem. Hele bene Shem, et voici les enfants de Shem. Les Mishperotam selon leur famille, l'Ilshonotam selon leur langage, Be'artzotam les Goyem, eux aussi selon leur langage, ont fondé différents peuples dans différents territoires. Donc c'est clair. C'est clair que la notion de peuple, de langage, de territoire, de division et de séparation a commencé tout de suite après le déluge, bien avant la tour de Babel. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec la tour de Babel qui fait que tout d'un coup on parle de dispersion, on parle d'impossibilité de communication entre les hommes parce qu'ils ne parlent plus la même langue. De toute façon, ils ne parlaient déjà plus la même langue depuis que la Torah témoigne dans le chapitre 10 qu'ils se sont regroupés par affinité de race, famille, si j'ose dire, et par affinité de langage, d'identité et de territoire, etc. Qu'est-ce qui a changé? De toute façon, c'était la situation qui prédominait. Pour bien prouver encore, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'effectivement les peuples et leurs différences existaient au moment de la tour de Babel, il suffit de voir ce que dit Rashi au sujet de la tour de Babel. Je reprends maintenant le 11e chapitre. On va le relire ensemble avec un Rashi ou deux. Comment le 11e chapitre sur la tour de Babel commence-t-il? Vayihi kol haaretz safa achat. Et toute la terre était devenue une seule langue. Effectivement, là, on parle que d'un seul langage. Mais ça ne veut pas dire, comme Rashi va le prouver, qu'avant cela, il n'y avait qu'un seul langage et que les langages différents ont commencé à partir de la punition, de la dispersion. Non. L'humanité s'est regroupée à ce moment-là en un langage, mais, encore une fois, ce n'était pas la situation qui prédominait depuis le départ, comme on va le voir. Et le verset explique effectivement comment ils sont arrivés à n'être qu'un langage et qu'un seul idéal, Dvarim Achadim, ils avaient tous quitté l'Est, puisque la civilisation est née à l'Est, puisqu'elle est née, en tout cas dans la civilisation, dans le langage biblique, est née au Proche-Orient, donc ils se sont éloignés de l'Est dans le sens là où est né l'humain biblique et l'histoire biblique. Ils ont cherché et trouvé un endroit suffisamment immense pour tous les contenir. Mais ils s'y sont installés. Vayomru ish el reu, et ils se dirent les uns aux autres, Avan ilvena levenim, commençons à construire des briques, venisrefa lesrefa, veteilaem alvena laevel, etc. Vayomru avan ivne lanu ir, et ils ont dit, faisons-nous une ville, ou migdal verosho bashemi, avec une tour qui atteint le ciel. Je ne parlerai pas de la faute et du problème de la tour de Babel, j'en ai parlé lundi dans un autre cours qui est sur le site, mais aujourd'hui, je parlerai d'autres points qui sont liés à ce problème-là. En tous les cas, ils ont voulu faire une ville, ils ont voulu faire une tour, ça c'est expliqué dans le cours de lundi dernier. Mais regardez maintenant ce qu'explique Rashi. D'où vient cette population qui tout d'un coup ne parle qu'une seule langue et se regroupe autour d'un seul projet? Rashi dit que quoi? Ish al reu, ils se sont dit les uns aux autres, Ouma les Ouma.
un peuple à l'autre. Et Rachi précise, à titre d'exemple, c'était qui ces peuples qui se sont regroupés et se sont dit les uns aux autres, construisons une tour. Mitzrayim les couches, le peuple égyptien avec le peuple africain. Couche les poutes, le peuple africain avec le peuple qui s'appelle Pout. Pout les Knaan, etc. Rachid dit Ouma les Ouma, une nation à une autre. Donc, si c'est une nation à une autre, ça confirme bien, comme je l'ai expliqué, ce que dit la Torah déjà bien avant dans le chapitre 10, qu'on n'a pas attendu la dispersion de la tour de Babel pour avoir la formation des peuples, pour avoir donc différentes terres et différents langages, puisque Rachid dit clairement ici qu'il s'agissait déjà au moment de la tour de Babel d'un peuple à un autre. Ouma, les Ouma. Ouma signifie une nation à une autre. Et donc c'est clair que les Égyptiens ne parlaient pas l'africain, les Africains ne parlaient pas le poutinois, et les poutas, j'allais dire, excusez-moi, je sais pas moi la Torah. Et les poutines ne parlaient pas le cananéen. Très bien. Ok. Donc, simplement que quoi? En se réunissant pour se comprendre, ils ont décidé d'avoir une langue commune. Et qu'est-ce qu'ils ont inventé? L'anglais. Tout simplement. Quand le monde entier veut faire des affaires en commun, il faut bien une langue et une monnaie en commun. Et bien, c'est ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est quoi la ville commune et la tour commune? Ben, c'est tout simplement Manhattan avec les gratte-ciel. C'est rien de nouveau sous le soleil. Une place forte qui est la place qui regroupe, et bien sûr il s'agit d'un regroupement économique et bien sûr, ou politique, mais certainement pas moral et spirituel, sinon Hachem ne les aurait pas séparés. Donc il s'agit de trouver un endroit où on parle tous la même langue, où on a la même monnaie, le même projet. On a créé Manhattan et ses gratte-ciel, une ville avec ses tours. Tout simplement. Mais quand chacun rentrait chez lui, les Égyptiens parlaient l'égyptien et les Kouchim parlaient le Kouchi. Mais à Manhattan, tout le monde parle l'anglais. Il n'y a pas un endroit au monde presque où il y a autant de brassage de couleurs, de races et de populations qu'à Manhattan, surtout à Wall Street, mais tout le monde parle l'anglais. Parce que là-bas, c'est le projet commun, faire de l'argent. Ok? Donc rien de nouveau, Tachat Hashemesh, rien de nouveau sous le soleil. World Trade Center. Comment? Le World Trade Center. Bien sûr, absolument, mais tous les noms là-bas évoquent de toute façon l'universel. Puisque c'est de toute façon la réalité. Aujourd'hui, cette place-là se retrouve un peu partout. Mais quoi qu'il en soit, cette notion, on pourrait dire, d'unification de l'humanité autour d'un projet commun, l'ONU, à New York, c'est né aux États-Unis. Donc la ressemblance est tellement frappante que ça devient presque honteux de mettre le doigt dessus. C'est dommage qu'on ne l'avait pas vu avant le cours. C'est évident que c'est de ça qu'on parle. On ne parle que de ça. Mais seulement ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est que si c'est vrai que là-bas tout le monde s'unit dans une même langue et un même projet, tout le monde reste malgré tout différent dans sa vie privée et quand il retourne dans son pays. C'est exactement ce que Rachid nous dit. Ouma les Ouma, une nation à une autre. Donc les nations existaient encore une fois avant la tour de Babel, avant la dispersion. Donc on ne comprend plus du tout ce que dit ce verset. Ava nerda venavla sham sefatam. Je veux descendre et confondre leurs langues pour qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Et Hachem les dispersa sur toute la surface de la terre. Mais ils étaient déjà dans une situation de ne pas se comprendre, sauf à cet endroit. Et ils étaient déjà de toute façon dispersés sur toute la surface de la terre. Le continent africain, il est immense. Mais s'ils sont tous les enfants d'Yéfet. Non, Rachid dit les enfants de Ham ici. Oui. Mais c'est Shem, Ham et Yéfet, c'est les enfants des Noirs. Mais ils ne parlaient pas la même langue, la Torah nous dit. On vient de le lire dans le chapitre 10. Ils ne parlaient pas la même langue. Ils ne parlaient déjà plus la même langue. Mais tous les Africains sont des Africains. Mais il n'y a pas un continent au monde où il y a autant de langues différentes qu'en Afrique. C'est inimaginable. Un Africain ne comprend pas un autre, ou presque. Et en Europe, enfin, dans le temps, je parle, aujourd'hui, il n'y a plus d'Europe. Mais dans le temps, en Europe, on était tous des Européens, et pourtant on ne parlait pas la même langue. Bientôt, tout le monde parlera la même langue, tout le monde sait laquelle. Mais on ne parlait pas la même langue. Et pourtant on était tous citoyens du continent européen, avec de petites différences entre un Belge et un Français,
Même un Italien, un Français, les différences sont dues un petit peu à la nourriture et le soleil, mais franchement, c'est la même chose. Et pourtant, on ne parlait pas la même langue, pas la même mentalité, et beaucoup de différences. Mais même en France, vous allez comme pas comparer un Méditerranéen et un Breton. Ça aurait pu être très bien aussi deux pays différents. D'abord, ils ont des patois différents aussi, etc. Et c'est plus ou moins par le hasard de la Providence que, je fais un jeu de mots, le hasard de la Providence, qu'ils se sont retrouvés dans un même pays. Mais qu'est-ce que ça a à voir un Breton avec un Méditerranéen, franchement? Et pourtant, là, c'est le même pays. Donc, quoi qu'il en soit, c'est évident que on ne comprend plus du tout ce texte. Si j'ai réussi à vous faire comprendre qu'il y a ici une anomalie absolument incroyable en la Jagaïsia, parce qu'à nos âges, l'entendre pour la première fois, ça valait comme le déplacement. Donc ce n'est pas du tout ce qu'on croyait. On vit depuis des décennies avec une erreur d'interprétation terrible, même en ce qui concerne l'histoire biblique. Je vous ai prouvé maintenant pendant une demi-heure que cette histoire, que les peuples et les langues et les territoires et les pays sont nés avec la tour de Babel, est une invention due à notre ignorance. C'est même pas ce que la Torah dit. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Alors la réponse se situe à un niveau extrêmement intéressant, d'une actualité qui est tellement brûlante qu'il faut faire attention de ne pas trop s'approcher parce qu'on risque vraiment de se brûler tellement c'est brûlant. Et je vais maintenant rentrer dans l'explication. On va revenir maintenant, finalement ce que je vais essayer de vous démontrer pour que vous suiviez le fil conducteur, c'est que effectivement la notion de peuple et de langage différent a toujours existé depuis qu'ils sont sortis de l'arche et qu'ils ont reconstitué l'humanité. Mais il y a eu deux moments fondamentaux et fondamentalement différents dans cette constitution de l'humanité. Avant la tour de Babel et après. Le point commun entre avant et après la tour de Babel, c'est que dans les deux cas, avant et après, il y avait déjà des peuples différents et des langues différentes, des territoires différents et des pays différents. Mais la tour de Babel a introduit dans l'histoire de cette différence un élément terriblement différent par rapport à ce qui se passait avant, qui a changé toutes les données de la différence. La différence après la tour de Babel n'est plus du tout la même que la différence avant la tour de Babel, et j'explique maintenant. Je vais vous faire remarquer quelque chose, deuxième point aujourd'hui fabuleusement important, que je pense qu'aucun d'entre nous n'avait remarqué jusqu'à présent, et pas seulement ici, et je pense partout ailleurs. L'évidence avec laquelle la Torah nous raconte l'histoire de la naissance des peuples, je dis bien avant la tour de Babel, avec une évidence qui apparemment contredit toute l'histoire telle qu'elle est expliquée dans tous les livres d'histoire dans le monde entier. Et comme vous allez voir, ce n'est pas les livres d'histoire qui ont tort, ni la Torah qui a tort, et ni les deux qui ont raison, mais ça ne se situe pas au même niveau quand je vais l'expliquer. Regardez ce que dit la Torah. Je reprends ce premier fameux verset du début, donc du chapitre 10, dans Parchat Noach. Ele toldot bene Cham. Voici l'histoire, les engendrements des enfants de Cham, des enfants de Noach, pardon, qui étaient, comme on le sait, Shem, Cham ve Yafet. Vayivaldu lahem banim, je retraduis ce que j'ai déjà traduit, leur sont nés des enfants, achara maboul, après le maboul. Juste une précision. Rachid dit tout le temps que quand on dit à la différence entre achar et acharé en hébreu biblique, achar ça veut dire après, mais un après qui peut durer des siècles, et acharé c'est juste après. Achar c'est dire que c'est ce qui a commencé après le déluge, mais qui a peut-être duré après pendant des décennies et des siècles, la constitution des peuples. Alors, regardez maintenant ce qu'on dit. On commence par Yafet qui est l'aîné. Béné Yafet, les enfants de Yafet sont Gomer, Magog, ça va être plus tard un peuple, oui ou non? Oui, très bien. C'est vrai pour Gomer aussi, mais comme Gomer, on ne sait pas trop à quel peuple ça correspond, donc je vais m'arrêter uniquement, mais c'est vrai pour les autres aussi, c'est notre ignorance uniquement qui ne peut pas aller plus loin. Mais ce qui est vrai pour l'un dans le verset est vrai pour l'autre aussi. Magog est un peuple que l'on connaît, bien sûr, on en parle dans les prophètes, etc. Madai, enfant de Yafet, un peuple que l'on connaît, bien sûr, les Mèdes. Le premier grand fameux Darius, qui était le compagnon de combat de Cyrus, roi des Perses, qui ensemble ont détruit la Babylonie, à l'époque de Balshazzar, le petit-fils de Nabuchodonosor, dans la Bible. Donc Madai est ici l'enfant unique de Yafet. Plus tard il va donner un peuple. Yavan, jusqu'à aujourd'hui. Yavan, même en hébreu moderne, est appelé
Yavan, la Grèce. Ici, c'est un enfant. Tuval ou Mécher, on ne sait pas, nous, exactement à quel peuple ça correspond aujourd'hui, mais par contre, ce sont des peuples. Ici, ce sont des enfants, ce sont des peuples. Où ils sont cités, entre autres, dans Yecheskel et dans différents prophètes, Zacharia et d'autres, au sujet de la fameuse guerre de Gog et Magog. Ils viendront avec Gog et Magog, Tuval et Mécher. Tiras, Rachid dit Tiras, Paras, c'est la Perse. Donc, ceux qui sont ici des enfants nés sont plus tard des peuples. On continue. Après, on parle des petits-enfants de Gomer, ou Bnei Gomer, Ashkenaz. On sait qui c'est Ashkenaz. Aujourd'hui, les Allemands. C'est beau. Rifat. Non. Nous, c'est Pologne, excusez-moi, ou Hongrie. Pologne du côté du père, Hongrie du côté de la mère. Attention, pas Ashkenaz, que Dieu ne plaise. Et donc, attention. Les bouzbouz. Ah, les bouzbouz, d'accord. Moi, je suis pas un bouzbouz. Je ne suis pas un bouzbouz, d'accord. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui. Ici, il n'y a pas de bouzbouz ici. Parce qu'il y a le truc. Bon, moi, je vais me convertir. Allez, on y va. Adkan, je laisse les blagues, mais jusqu'à une certaine limite. Véripat. Ripat aussi est un peuple biblique dont on parle dans les prophètes, bien qu'on ne sait pas trop à qui ça correspond. Par contre, Togarma, traduit dans toute la Bible par nos maîtres, par les Turcs. Togarma, c'est les Turcs. Un peuple, donc, qui est d'origine biblique. Togarma, c'est les Turcs. Donc, ici, des enfants qui vont donner des peuples. On continue. C'est à partir d'eux que sont nés les fameux peuples que l'on connaît, Magog, Yavan, Madai, Ashkenaz, Togarma, les Turcs, etc. Donc la Torah est très claire, à partir de cela sont nés Ishlil Shono, chaque enfant a donné naissance au peuple qui porte son nom, Yavan a donné naissance à la Grèce, Madai a donné naissance au Mède, Magog a donné naissance à ce fameux Magog, et Tiras a donné naissance aux Perses. Et donc, des peuples différents, des langues différentes, dans des territoires différents. Regardez maintenant en ce qui concerne Cham. Cham est un homme au départ. Il a eu comme enfant Cush, qui au départ est un seul homme, mais qui va donner naissance au Kushin, donc le territoire africain. Mitzrayim, qui n'est qu'un seul enfant, mais qui va donner naissance à la civilisation égyptienne. Put, on ne sait pas trop qui c'est, par contre Canaan, on sait qui c'est, les peuples cananéens. Ok? Très bien. Je pourrais faire la même chose pour Shem, je vous le dis seulement oralement. L'un des enfants de Shem va être Ashur, qui va donner naissance au fameux empire assyrien, dont le tristement célèbre roi pour nous, Sancheriv, qui a détruit le royaume d'Israël, les 10 tribus d'Israël, et qui les a exilés en Afghanistan, Pakistan, dont leurs plus célèbres ancêtres sont les Pashtuns et les talibans. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit quelque chose absolument incroyable. Est-ce que vous avez remarqué ce que l'on doit remarquer? Mais la Torah, l'histoire biblique affirme que le peuple grec est né au départ d'un homme qui portait ce nom Yavan, qui s'est marié, qui a eu des enfants, et les enfants des enfants des enfants, et après c'est devenu le peuple, la civilisation yévanite grecque. C'est ce que dit le texte. Ishlel Shono, chacun de ses enfants avait sa propre langue. Les Mishpechotam a formé une famille. Begoyéhem qui a formé un peuple. Qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire? Je ne sais pas si je ne vous vois pas vibrer comme je vibre. Ça me crée un problème parce que je voudrais que vous compreniez, ne serait-ce que l'ombre de ce que je suis en train de vous expliquer. Est-ce que vous comprenez que cette théorie biblique, apparemment, contredit ou est contredit par toute l'histoire humaine telle qu'elle est expliquée dans tous les manuels d'histoire, par tous les historiens depuis le premier? Mais pour tous les historiens du monde, comment se sont formés les peuples et les civilisations? Jamais à partir d'une famille. Mais ce sont des peuplats, des tribus, des regroupements, etc. Mais qui viennent d'origines très différentes. Je ne parle pas de la mythologie comme la mythologie grecque, comment qu'elle explique la naissance, c'était une louve, je ne sais pas quoi, peu importe, ou un dieu tombé du ciel. Je ne parle pas de la mythologie, je parle de l'histoire. De l'histoire. On n'a jamais entendu que le peuple égyptien est né à partir d'un homme, une femme,
des enfants, des petits-enfants, et qui ont grandi, qui sont devenus Mitzrayim. Or, la Torah dit que Mitzrayim était au départ un enfant qui s'appelait Mitzrayim, d'où le nom plus tard de ce peuple, qui jusqu'à aujourd'hui s'appelle en hébreu même moderne Mitzrayim. Jamais on ne nous a expliqué l'histoire de cette manière-là. Or, d'après le texte biblique, tous les peuples sont nés au départ d'un homme, d'une femme, de leurs enfants, qui ont formé la civilisation qui porte après le nom du père fondateur. S'il s'appelait Mitzrayim, ce pays va s'appeler Mitzrayim. S'il s'appelait Cush, il va s'appeler Cush. S'il s'appelait Madai, il va s'appeler Med, les Madai. Hein? Vous comprenez? Ou Magog, il va s'appeler Magog. Vous comprenez ici ce qui se passe? C'est absolument révolutionnaire. Demandez, faites le tour de tous les historiens de la planète, ils vous diront mais ça va pas, non? Mais c'est pas du tout ça l'histoire de la naissance de l'Égypte, pas du tout ça. Il n'y avait pas un homme et une femme au départ. Dites-moi, cette présentation de la naissance des peuples à partir d'un homme, une femme et leurs enfants, ça vous fait penser à quel peuple? Oh non. Je me suis jamais fâché en public, moi, alors là. Israël. Merci mon fils, tu m'as sauvé d'une colère. C'est en public. Yehudim. Évidemment. Mais nous, ce qu'on sait, et c'est ce qu'on dit jusqu'à aujourd'hui, le seul peuple sur terre qui est né d'un homme, d'une femme et de leurs enfants, c'est les Juifs. Et même les goïms le savent et le disent. Puisque les Français sont incapables de savoir comment s'appellent leur papa et leur maman fondateurs. Par contre, ils savent que notre papa et notre maman fondateurs s'appelaient Abraham et Sarah. Donc l'humanité tout entière sait que le seul modèle qui correspond à ce que la Bible dit, c'est le peuple juif. Un homme, une femme, des enfants. C'est le seul peuple qui correspond à ce modèle-là. Or, la Torah est en train de nous dire que non, que tous les peuples, sans exception, sont nés à partir d'un homme qui portait un nom, une femme, leurs enfants, et le nom du premier papa a été transmis de génération en génération, et quand il y avait suffisamment de population pour former un peuple, on leur a donné le nom du premier papa. Mitzrayim Cush Med. Voilà comment sont nés les peuples avant le déluge. Avant la tour de Babel. Donc, ce que la Torah nous montre, c'est qu'au départ, dans la formation des peuples, dans l'histoire biblique, il n'y avait aucune différence entre la manière dont va naître le peuple juif, qui lui n'existait pas encore à cette époque-là, et les autres peuples. Le projet divin était que tous les peuples existants sur terre naissent à partir d'un homme, d'une femme et de leurs enfants, ce que la Torah appelle les mishpechotam, selon leur famille. Un peuple, c'est selon sa famille. Alors, Noah, c'était les fondateurs du monde, finalement. Comment? Noah, c'était les fondateurs du monde. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on les appelle tous les goïms, les blés noirs. Bien sûr. Bien sûr. On comprend encore mieux pourquoi on les appelle les blés noirs. Mais ce qui m'intéresse plus de montrer, Nathan, c'est qu'on voit ici que dans le projet initial, vous devinez déjà que je vais vous prouver que ça a changé. Dans le projet initial, Hachem voulait une humanité composée, selon le code biblique, de 71 peuples, 70 non-juifs et Israël qui vient compléter 71, mais qu'ils aient tous en commun ce qu'Israël a, que et uniquement que des peuples créés à partir d'une affinité familiale, un papa, une maman, des enfants et leurs descendants. Après que se grève d'autres, oui. Mais au départ, le noyau est un noyau familial, les peuples familles. C'est la raison pour laquelle dans toute la Bible, quand on appelle les peuples, on les appelle Mishpechot, Haramim, les familles des peuples. Et quand Hachem dit à Abraham, ils seront bénis par toi tous les peuples, il dit, Venivrechu becha kol Mishpechot Adama, toutes les familles de la terre et non tous les peuples uniquement. Parce que dans la conception divine, un peuple, c'est au départ et surtout une famille. Malheureusement, ce qui a tout gâché, cassé, confondu, c'est la tour de Babel. Et j'explique. J'avais posé la question, et maintenant pour la 10e fois dans ce cours, mais si on a prouvé dans le texte, et si j'ai expliqué maintenant pendant presque 40 minutes que les peuples existaient déjà avant
la tour de Babel, qu'est-ce que la tour de Babel est venue apporter? Ben, elle est venue détruire ce concept du peuple famille. Elle est venue apporter, la tour de Babel, la confusion, la pagaille, la défamiliation du peuple. Ça veut dire que les peuples, après la tour de Babel, sont des peuples bâtards, des mélanges hétérogènes de ce qui ne se ressemble pas et ne devrait pas s'assembler du n'importe quoi. La naissance d'une humanité bâtarde, où on ne sait plus qui est ton père, qui est ta mère, et on ne sait plus d'où on vient et où on va, et c'est pour ça qu'on ne sait plus qui on est né avec la tour de Babel. Je vous avais prévenu, mes amis, que jusqu'à aujourd'hui, 3500 ans après le don de la Torah, pas tout à fait 3500 ans, parce que ça ne fait pas 3500 ans que la Torah a été traduite, la Torah a été commencée à être traduite à l'époque des Septemples, plus ou moins à l'époque des Grecs, donc on va dire à peu près 2500 ans. Depuis 2500 ans, l'humanité souffre d'un des plus grands génocides spirituels jamais commis dans l'histoire humaine. C'est pas moi qui le dis, c'est nos maîtres. La traduction de la Bible, en grec et puis après en toutes les langues. Nos maîtres disent que le jour où la Torah a été traduite pour la première fois, l'obscurité est descendue dans le monde, plus encore qu'au moment de la faute du veau d'or. Pourquoi? Parce que les traductions, même les plus meilleures bien intentionnées, ne peuvent en aucun cas éviter le piège de la falsification, trahison du sens et du mot. Du mot d'abord et donc du sens. Parmi les plus grands génocides de sens de notre texte biblique, on a celui-là, où toutes les Bibles traduisent par Dieu a confondu leur langue au point qu'ils ne pouvaient plus se comprendre, dans le sens que, c'est normal, un Anglais ne comprend pas un Français. D'accord? Plutôt un Anglais, oui, comprend un Français, parce que les Anglais sont doués pour les langues. Les Français, à part le Français, ils ne comprennent rien. Donc, un Français ne comprend pas un Anglais. Mais disons, je blague bien sûr. On ne se comprend pas parce qu'on ne parle pas la même langue. Très bien. Et donc, l'erreur, et avant, on parlait la même langue. Mais non, c'est pas ça. Le mot balal, livlol, ne veut pas dire confondre dans le sens séparation et on ne se comprend plus. Même en hébreu moderne, c'est quoi livlol? Mélanger les arvèves. Heureusement qu'on a un Israélien ici qui confirme ce que je dis. La véritable traduction est à l'extrême opposé de la traduction officielle. Livlol signifie que quand tu prends des éléments différents et que tu les réunis et que tu les mélanges au point de ne faire qu'un, ça s'appelle une blila en hébreu, ça s'appelle livlol quand tu parles du verbe. La conséquence, le mot c'est une blila et le verbe c'est livlol. Or c'est le mot utilisé par la Torah. Maintenant regardez encore une fois. Alken kara shema Bavel. C'est pour cette raison qu'on a appelé cet endroit Bavel, Kisham Balal Hashem Svat Kolaretz, parce que là-bas il a pris toutes les langues, il les a mélangées pour en faire un nouveau produit qui s'appelle une blila de langue. Je n'ai pas encore tout à fait expliqué. Quel est, jusqu'en hébreu moderne, le cas typique où on parle de blila? C'est quand la maman fait la challah avant le Shabbat. Elle prend de la farine, elle met de l'eau dedans, de l'huile, elle casse à neuf, un peu de sel, elle mélange le tout, elle fait une pâte, ça s'appelle qu'elle est bolelet. Ça s'appelle blila en hébreu. Blila en hébreu. Ça veut dire j'avais au départ du sel séparé, de la farine séparée, de l'eau, de l'huile et à neuf. J'avais 5 éléments différents, je les ai mis ensemble. Je les ai mélangés au point que chacun perd son identité spécifique pour devenir une partie de quelque chose de nouveau. Ça s'appelle une Bélila. Donc le texte ne parle pas de séparation de langues. Il parle au contraire d'un mélange de langues. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? La notion est fabuleuse. Jusqu'à la tour de Babel, les peuples, les langues, les identités nationales étaient regroupées autour d'une identité maîtresse, paternelle, forte au départ. On savait d'où on venait, on savait qui on était, on parlait la langue du père fondateur,
On portait le nom du Père fondateur. Chacun connaissait son origine. Chacun avait un passé. Donc chacun savait où il allait. Chacun avait un futur. Et donc chacun pouvait construire son présent. Comme je l'ai souvent expliqué, le génie de l'hébreu. En hébreu, le mot passé et le mot aller en avant, c'est le même mot. Avar, le passé, la avor, aller de l'avant. Comme pour dire celui qui sait d'où il vient, celui-là peut avancer en avant. C'est pour ça qu'on s'appelle les Ivrim, traduction en français les Hébreux. Ce peuple qui a un passé, donc il a un futur. Nous, jusqu'à aujourd'hui, on sait comment s'appelait papa et maman. Normalement, c'était le projet divin. Pourquoi? Parce que Hachem sait qu'un peuple qui ne connaît pas son origine, un peuple bâtard qui est un mélange hétérogène de n'importe qui et n'importe quoi, de races différentes, d'affinités différentes, d'identités différentes, de motivations différentes, parce que de passés différents et de visions du monde différents, ce peuple ne pourra pas traverser l'histoire, il est voué à la destruction à cause de sa propre autodestruction. Et rien n'est plus dangereux que de bâtardiser les peuples. Et c'est parce que Hachem voulait un monde viable qu'au départ le projet était de créer des peuples différents, mais ayant chacun une identité forte et familiale au départ. Ce qui pouvait permettre, malgré les différences, à une certaine union, parce que finalement, chacun sachant d'où il vient, chacun sait qui il est et où il va, et donc chacun comprend que j'ai mon projet, tu as ton projet, il a son projet, et tous sont complémentaires dans son projet. Tous les problèmes entre les hommes viennent à partir du moment où je ne sais pas d'où je viens, où je vais et qui je suis. Et donc chacun finalement est dérangé par l'autre parce que chacun, ne connaissant pas sa propre mission, pense que la mission de l'autre c'est sa mission à lui. Que ton territoire c'est mon territoire. Mais si je sais que mon papa Mitzraïm s'est installé à cet endroit, et c'est là-bas qu'il a fondé mon peuple, j'ai aucune raison d'avoir un œil sur le territoire de l'autre. C'est pas le mien. Mais dès que je ne sais pas d'où je viens, alors tout territoire viable, j'y aspire. Pourquoi? Parce que je ne sais pas où je commence et où je m'arrête. Donc tant que je peux m'étendre, je m'étends. D'où les guerres et les conflits. Au départ, le projet était une humanité fondée sur le respect de la différence parce que chacun sait qui il est. Papa, maman, tonton et tata. C'était ça le projet. Maintenant est venu le grand perturbateur, celui qui a foutu le projet en l'air. Il s'appelait comment? Qui est à la tête du projet de la tour de Babel? Qui est l'initiateur de la tour de Babel? Nimrod. Comment? Nimrod. Merci, monsieur Bismuth. Merci. J'allais me mettre en colère. En plus en public. Eh bien, regardez, effectivement, regardez. C'est Vekush Yalad et Nimrod. Kush a mis au monde Nimrod, donc Kush étant le fils de Ham, fils de Noar. Kush est le petit-fils de Noar, Nimrod est l'arrière-petit-fils de Noar. Où Echel Yod Gibor Ba'aretz? C'est lui qui a commencé à faire des problèmes sur terre. Où Aya Gibor Tsaïd Lifne Hashem? C'était un spécialiste de détourner les gens de devant Hashem, de devant Havaïe. Al-Kenye Amer, c'est pour ça qu'on dit, c'est devenu après un proverbe biblique, que Nimrod Gibor Tsaïd Lifne Hashem. Tout celui qui détourne de devant Hashem s'appelle Nimrod. Qu'est-ce que veut dire Nimrod en hébreu aussi, le génie du mot? Traduction de Nimrod, le révolté. Le premier qui s'est révolté sur terre, après le déluge. Mais révolté contre quoi? Contre Hachem. Ça veut dire quoi? Alors on le dit tout de suite après. C'était quoi sa révolte? Une révolte religieuse? Une révolte morale? Quoi? Regardez. Utei Reshit Mamlechto Bavel. C'est lui qui a fondé la civilisation de Bavel. C'est lui qui est l'initiateur de la tour de Babel. Alors pourquoi on dit Gibor Tsaïd? Parce qu'il était très très fort. Gibor c'est positif, c'est pas négatif. Non, Gibor c'est positif. Non, pourquoi Gibor? Gibor c'est non Gibor, on dit pas non Gibor pour quelqu'un qui est. Vous le dites en ivrite, vous le dites en hébreu moderne, en hébreu biblique. Attention Nathan,
Vous faites un saut de 3500 ans entre tel hébreu et tel hébreu. L'hébreu moderne n'est pas toujours le miroir de l'hébreu biblique. En hébreu biblique, Gibor veut dire quelqu'un de très fort. Mais pas forcément dans le sens positif, effectivement, tel que effectivement l'hébreu moderne le sous-entend. Mais en hébreu biblique, on retrouve l'expression Gibor même pour de grands réchaïs, même pour de grands méchants. Dans le sens que Nimrod, étant le premier, et longtemps, j'imagine, seul, à vouloir aller contre le projet divin, il a dû utiliser une force inimaginable pour arriver à ramener toute l'humanité à son projet. Et quel était son projet ? Son projet était de bâtardiser le monde. J'oserais presque dire dans mon langage, ô combien précis, c'est le premier gaucho de l'histoire. C'est le projet gauchiste. Bâtardiser le monde. Tout ce qui a 2 jambes et 2 bras, allez, on les met ensemble. C'est comme ça. Le premier gaucho de l'histoire, mais le vrai, d'accord ? Plus de peuple, plus de race, plus de religion, plus rien, plus de famille. C'est quoi le grand projet des gauchos ? C'est sous quel régime que l'on vient de légaliser un certain style familial en France aujourd'hui, et depuis fort longtemps déjà dans d'autres endroits. Le gaucho, c'est quoi ? L'ennemi public numéro 1 de la notion de famille. Plus de couple, plus de mariage, plus d'enfants, plus rien. On assemble, on bâtardise. Maintenant, c'est de loin pas aussi grossier que je l'explique, mais c'est résumé de la meilleure manière possible. Nimrod est le premier gaucho de l'histoire. Il refuse la notion de famille. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? C'est normal. Parce que celui qui est un coureur de jupons, celui qui veut consacrer sa vie à passer d'une femme à une autre, ou si c'est une femme d'un homme à un autre, ce qui le dérange le plus, c'est la notion de famille et tout ce que cela signifie. C'est pour ça que tous les gauchos, pas que, sont ce qu'ils sont, y compris celui qui vient de légaliser ce qu'il a légalisé. Il n'est même pas marié. Prenez, très bien. Vous ne savez pas de qui je parle, ça je ne l'ai pas dit. Très bien. Donc en tous les cas, on comprend que... Qu'est-ce qui va m'arriver ? Ils vont plus me laisser voyager. Arrêté au poste frontière, mis en prison. Pourtant, c'est de là que c'est le seul pays pratiquement qui valorisait plutôt l'aspect nos ancêtres, les Gaulois. C'était le seul peuple. Nachon, mais c'est fini. Si je vous dis pourquoi, vous allez me tomber dessus. D'accord. Mais je ne dirai pas pourquoi. Je vous ai expliqué ce que vient le Gaulois, Gaula, d'où ça vient, qui est à la véritable origine de la civilisation gauloise, après que les barbares aient été conquis et mis à genoux par les Romains, qui étaient les premiers en ligne dans les légions romaines, qui c'est qui ont conquis la Gaule, et qui c'est qui ont appelé ce pays la Gaule, en faisant allusion à quoi ? Magola. En tous les cas, c'est un vieux cours déjà fait. Donc eux, ils ont essayé de faire entrer leurs valeurs de la famille de Jérusalem dont on se rappelait. Mais ça, on ne peut pas le dire oralement maintenant enregistré parce que ça va les rendre fous. En tous les cas, peu importe. Combien de mots, de noms de pays européens portent la trace des Juifs qui ont aidé à les fonder. Brit Ish, l'homme circoncis. Pauline, Pologne. Ici, nous resterons. Pauline, la lune, etc. Sarfat. Comment ? Sarfat. Tsarfat, bien sûr aussi. Tsarfat, c'est marqué dans la Torah Birla. Tsarfat, c'est dans la Bible. Mais, bon, peu importe. En tous les cas, quoi qu'il en soit, on revient maintenant à ce qu'on explique. J'arrête avec mes plaisanteries plus que vraies pour redevenir différemment sérieux, parce que je l'étais aussi dans mes blagues. Donc, Nimrod, lui, comme nos maîtres expliquent en long, en large et en travers, que c'était un véritable bâtard lui-même. D'accord ? Un bâtard dans le sens vraiment, un mamzer, un bâtard, et qui a consacré sa vie à faire des bâtards. Automatiquement, il va s'attaquer à tout ce qui est le contraire de ce qu'il veut créer des bâtards. Donc, il va partir
en guerre contre la notion d'un homme, d'une femme et des enfants. Et tout ce qui découle de ce principe, la mère patrie. Pourquoi la mère patrie? Parce qu'on a une maman au départ, pas une prostituée. Pourquoi même Vaterland, le père patrie? Parce qu'on a un papa au départ. Cette tentative des peuples d'appeler leur pays du nom d'une mère ou d'un père, peu importe les différences entre catholiques et protestants. Pour les uns c'est la mère catholique, pour les autres c'est le père, les protestants. Peu importe, c'est toujours la même notion que dans le subconscient des peuples, ils se rendent compte qu'on ne peut pas exister si on n'a pas un papa et une maman au départ. Un bâtard, c'est un naufragé, il ne sait pas d'où il vient. Nimrod est le premier grand bâtard de l'histoire. Il a décidé de mettre à mort la notion de peuple. Allez, grand brassage, tout le monde dans le même sac. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est que le 14 juillet, lorsqu'on chante la Marseillaise, eh ben, certains crachent et déchirent ou pissent sur le drapeau. Pourquoi? Parce qu'à force de vouloir des grands brassages et des brassages et des brassages, on ne sait plus qui on est et tout explose. Vous voyez, quand j'ai dit que c'est une extrême brûlante actualité, c'est incroyable comme la Torah est encore en avance sur nous. Méfions-nous des bâtards. C'est de ça qu'on parle, mais je n'ai pas fini de vous surprendre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il réunit tout le monde et son but, en vérité, est extrêmement... Il est appelé Tsaïd, c'est un chasseur, il est très malin, Rachid dit, c'est un démagogue. Il sait comment attirer tout le monde par le génie de ses discours. Est-ce que dit Rachid? Tzadatal shel briot. Il arrive à prendre au piège la conscience des peuples, bépire avec sa bouche, un démagogue absolument incroyable. Qu'est-ce qu'il leur dit? Non, mais vous comprenez, pour l'intérêt de l'humanité, il faudrait bien qu'il y ait au moins un endroit où on soit tous ensemble, on parle la même langue, on fasse la même chose, comme ça la force fait l'union. Son but était quoi? Eh bien, quand vont se retrouver sur une même place pour y travailler des Égyptiens réels de l'époque, d'avant la tour de Babel, avec des Couchim réels de l'époque, ben le soir après le travail, on se retrouve dans le même restaurant, on se retrouve après dans le même hôtel, dans la même chambre, et puis on fait des bâtards. Comprenez bien ce que je vais expliquer. Le mélange, le brassage, après, c'est qui ton papa? Je sais plus, c'est un couche-pout. Un couche-pout, d'accord? De père sicilien, de mère hongroise, t'es qui toi? T'es qui? Je sais pas. J'ai pas d'histoire. Je suis né dans la rue. Je m'appelle Johnny. Voilà. C'était ça son but. Parce qu'après, quand tout le monde sera comme lui, et bien après ça sera facile de permettre la débauche et tout ce que cela signifie à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que dis-moi, qu'est-ce que tu me reproches, toi? Tu sais qui est ta mère à toi? Bien sûr. J'ai pas de mère. T'as pas de mère non plus, on est tous pareils. Alors vive la femme de l'autre. C'est plus complexe que ce que j'explique, mais c'est tellement vrai. Son but c'était ça. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a réussi. À force d'être ensemble, ils se sont mélangés. Balal, il y a eu un véritable mélange des races, des couleurs, des peuples, des identités, des civilisations, etc. Du n'importe quoi. Et dans cette grande pâte, là-bas, lui, il a fait la pâte. Mais après, quand Hachem, il est venu, il a séparé la pâte. Même si tu coupes une pâte en plusieurs morceaux, chaque morceau de pâte, c'est quand même un reste d'un mélange. Donc les peuples qui ont été reformés à partir de cette séparation de la pâte, c'est des peuples bâtards. Ça veut dire qu'ils ne vont garder de leur passé illustre que le nom. Mitzraïm va continuer à s'appeler Mitzraïm, d'accord? Comme un enfant bâtard peut aussi porter le nom de son père. Surtout si son père ne sait pas que cet enfant, il n'est pas de lui. Comprenez? Et donc, les peuples ont continué à porter les mêmes noms, mais c'est plus du tout la même chose. La tour de Babel a introduit dans l'histoire un élément fondamentalement destructeur dont nous
Payons les conséquences jusqu'à aujourd'hui avec tous les sursauts dans l'histoire ultra-gaucho de continuer le travail de Nimrod. Brassez, 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 brassez. Surtout ne sachez plus d'où vous venez. Est-ce que tu viens de... Et tu peux aussi accéder au plus haut poste de responsabilité d'une civilisation extraordinaire. Tu as une mère, on ne sait pas trop d'où elle vient. Ton père, on sait oui d'où il vient. Et tu te retrouves chef d'État de la plus grande puissance. C'est Nimrod. Nimrod, il ne savait pas qui était sa mère. Il ne savait pas qui était son père. Il savait juste qu'il venait de mondes tellement différents. Et il s'est retrouvé à la tête du monde. Et ça, c'est Nimrod. Mais comme lui, il porte ça en lui, eh bien, il va continuer. Il va continuer. Il va continuer. Méfions-nous de ceux qui ne savent pas qui étaient papa et maman. C'est les plus dangereux. Surtout lorsqu'ils arrivent à la tête d'un État et surtout lorsque cet État est fort et puissant. C'est les plus dangereux. Et donc... Est-ce qu'on a un autre moyen? Comment? On a un seul peuple. Alors ils ont maintenant, leur père et leur mère, et tous les restes sont des bâtards. doucement, doucement, on va le voir sur la Torah aussi. Je vous avais dit que je vous surprendrai encore. On a vu que, on a compris donc le désastre, c'est un véritable désastre ce qui s'est produit au moment de la tour de Babel. L'intention cachée était de défamiliariser les peuples pour en faire des peuples bâtards, un mélange de n'importe quoi. Ce qui veut dire que quand Hachem après a séparé, il a dit allez, ça suffit maintenant, tout le monde retourne chez soi. Mais Mitzrayim a emmené avec lui tas de gens qui n'étaient pas Mitzrim, Couche a emmené avec lui tas de gens qui n'étaient pas Couche, etc. Et chacun s'est retrouvé avec des tas de morceaux qui n'étaient pas de lui. Et ça a continué à désidentifier les peuples. Et Nimrod a réussi son projet, presque. Sauf qu'il est resté encore une fois Astérix. Et la potion magique, comme on va le voir, c'est dit clairement dans la Torah. Avant de le voir, regardons ce que nous dit aussi la Torah d'une manière extraordinaire, et ça déjà avant la tour de Babel. J'explique. Avant la tour de Babel, je vous ai prouvé clairement que tous les peuples étaient comme ce qui est resté, devenu et resté le peuple juif. Un père, une mère, une famille. Une identité, donc un passé, un futur et un présent. Très bien. Ok. Mais déjà avant la tour de Babel, il y a un peuple déjà avant qui a échappé à ce projet et qui est devenu le premier peuple bâtard de l'histoire. Avant même le projet nimrodien. Je vous laisse deviner qui c'est. Les Philistins. Bien sûr. Premier peuple bâtard de l'histoire. Non, Amalek était l'arrière-petit-fils de Yitzhak, donc il est venu bien plus tard. Mais à cette époque-là, les Philistins. Et bien sûr, on va le lire ensemble. À leur origine, ils viennent de l'Égypte. Mitzrim. C'est normal. La bande de Gaza est le territoire le plus proche de l'Égypte. Rafiyah est le poste frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Regardez ce que dit le texte. Au Mitzrayim yalad et Ludim. Mitzrayim, le petit-fils de Noé, fils de Ham, a mis au monde Lud. Ludim. Je vous fais penser à quoi? Ludim? Non, c'était un peuple très connu en Afrique. Vet Anamim. On ne sait pas qui c'est. Vet Lehavim. Vet Anaftuchim. Bon, des peuples qui se sont installés, j'imagine, dans le continent africain, au nord, comme l'Égypte. Et regardez, on continue. Vet à Patroussim, il a eu plusieurs enfants, Mitzrayim, Patroussim, Kasluchim. Les Patroussim et les Kasluchim. Et regardez ce que dit le texte. Asher Yatsu Misham Plishtim, desquels sont sortis les Philistins. Ici, on s'arrête avec Rachi et on s'étonne. Tous les peuples nés cités dans ce texte-là sont tous cités en soi, comme il est dit. Mitzrayim a mis au monde Lud, il a mis au monde Anamim, il a mis au monde les Havim. Chacun est cité avec le respect de la citation.
un tel a mis au monde un tel. Quand on en arrive aux Plishtim, aux Philistins, qui peuplaient la bande de Gaza, on ne les cite pas comme une naissance en soi, on dit Asher Yatsu Misham, ils sont sortis de là-bas. Sortis d'où? Jamais on ne dit pour un humain, il est sorti de là-bas, on dit quoi? Il est né. Il a été enfanté. Holid, Yalad, Nolad. Mais pas il est sorti de là-bas. En plus, sortir dans le langage biblique signifie qu'on t'a mis dehors. Yatsa, tse, dégage. Donc la vraie traduction, c'est on les a dégagés de là-bas. Et pourquoi on les a dégagés? Aucun enfant a été dégagé avant. Rashi explique, il y a plus de 1000 ans. Ce commentaire de Rashi, il le puise lui-même du Talmud, il y a plus de 2000 ans. En vérité, ce que la Torah veut nous dire, pourquoi on nous dit les Patroussim et les Kasluchim, de eux sont sortis les Plishtim, Mishnehem Yatsu. Parce que les Plishtim, c'est un mélange des deux, qui ont été jetés de là-bas. Pourquoi? Shayu Patroussim ve Kasluchim Machlifim Mishkav Neshotehem, Elou le Elou. Parce que les Kasluchim et les Patroussim échangeaient leurs femmes. D'accord? Ça apporte un nom en français, malheureusement, ce genre de saloperie. Donc, ils échangeaient leurs femmes. Et donc, Veyatsu mehem Plishtim. Et c'est comme ça que sont nés les Plishtim. Quand on fait une partie et qu'on change de femme, pas de partenaire, mais qu'on change de femme mariée, bon, on s'arrange pour qu'elle ne tombe pas enceinte. Mais sur 100 fois, ça suffit d'une fois. Et donc, à la force, naissaient des enfants. Et qu'est-ce qu'ont fait les parents honteux de ces naissances? Ils ont foutu dehors. Ils se sont regroupés, tous ces bâtards. Ils ont cherché un endroit où pleurer leur misère. Ils ont trouvé la bande de Gaza. Ici, ils sont installés. Premier peuple bâtard. C'est incroyable. Vous comprenez? Premier peuple sans identité. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Mais la Torah dit et c'est donc, un nom de peuple, c'est un nom comment? de peuple. La Torah elle dit que c'est évidemment, un nom de peuple. parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne sont pas prévus au départ. Quand vous dites peuple bâtard, c'est nom de peuple Oui, bâtard. je ne pas. Donc, ils ne savent pas d'où ils viennent. Quel va être leur pire ennemi? Le seul peuple sur terre aujourd'hui qui sait encore d'où il vient, ça fait 3500 ans qu'il ne nous laisse pas tranquille. Pourquoi? Parce que dans la mémoire subconsciente, il y a ce refus absolu du peuple famille, puisque nous sommes justement tout le contraire. Maintenant, tout celui qui connaît l'histoire moderne, qui est écrite partout, il suffit de se donner la peine de regarder dans les archives, sait que dans notre monde moderne, nos voisins ont été constitués ou reconstitués il n'y a pas si longtemps que ça, à partir d'Égyptiens, d'Irakiens, de Syriens, de Libanais, etc., qui sont venus s'installer dans ce territoire, voyant que les Juifs y revenaient et que ce désert millénaire redevenait un endroit où on pouvait y vivre, crevant de faim là où ils étaient, aussi poussés par leurs peuples respectifs pour empêcher les Juifs de s'y développer à cet endroit-là. C'est comme ça qu'ils s'y sont retrouvés. Et qu'aujourd'hui, on parle de ce qu'on parle. Mais au départ, il ne s'agit absolument pas d'une identité nationale homogène, mais au contraire bien hétérogène. Peuple bâtard. On les appelle les Ponchim. Bien sûr. Et qu'est-ce que veut dire en vérité Plishtim, comme on l'avait expliqué dans un cours? En hébreu, même moderne, Polchim veut dire Plishtim, Polchim, envahisseurs. C'est-à-dire ceux qui sont dans un territoire qui n'est pas à eux. C'est eux les véritables colons. Et donc, peu importe, ici bien sûr on parle des Plishtim, mais arrêtons-nous aux Plishtim, c'est quand même absolument incroyable que, alors que la Torah dit que l'humanité est devenue bâtarde qu'après la tour de Babel, la Torah veut nous faire comprendre qu'il y en a un qui est bâtard dans son essence, déjà avant Nimrod et avant la tour de Babel, c'est les Philistins. Dans ce verset se cache le secret de tout le conflit israélo-philistin jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'un peuple qui n'a pas de passé ne pourra jamais supporter un peuple qui a un avenir. C'est absolument impossible. Il ne cesse de se référer à... Et c'est pour ça que n'ayant pas de passé, ils sont obligés de s'en inventer un
quitte à contredire leurs propres sources religieuses. Comme on le sait, Jérusalem n'est pas mentionnée une seule fois dans tout le Coran. Ça ne les dérange pas, puisque comme on le sait, avec les Juifs ou contre les Juifs, plus le mensonge est énorme, et plus il a des chances de passer. Le premier qui l'avait dit avant eux, si je ne me trompe pas, c'était Guéry. Donc c'est la thèse antisémite connue. Avec les Juifs, il ne faut surtout pas avoir le moindre souci d'authenticité, parce que pour que tout le monde y croit, il faut que ça soit un mensonge. Alors, Et ça marche jusqu'à aujourd'hui. qui c'est le peuple sémite maintenant? Il n'y a que nous, non? Il y a le peuple sémite, on pourrait dire, qui est aujourd'hui encore tel qu'il était il y a des millénaires, il n'y a que nous. Puisque tous les autres sont des mélangés. Mélangés par rapport aux origines où ils ne l'étaient pas jusqu'à la tour de Babel. S'il n'y avait pas eu l'intervention de Nimrod, mais on aurait peut-être on aurait gagné 3500 ou 6000 ans d'histoire catastrophique. Parce que toutes les guerres et toutes les horreurs de l'histoire sont la conséquence directe de ce problème fondamental. Moins un peuple a d'identité réelle et plus il devient dangereux. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ne sachant pas où il commence et où il s'arrête, alors il pense que partout est à lui. Et quand un peuple pense que partout est à lui, c'est là qu'il devient très dangereux. Pouvait être sûr et certain que dans l'histoire, tous les projets expansionnistes chez les autres sont le fait de bâtards. Hitler en était un, ça ne fait pas le moins nombre de doute. Si pas lui directement, mais d'origine bâtarde, c'est certain. C'est certain, il y a même certaines histoires à ce sujet-là. Mais peu importe. Seul un bâtard peut rêver de prendre la place des autres, ne sachant pas où est sa propre place. Quel est le seul peuple au monde auquel on a fixé des frontières et des limites avant même qu'il ne commence à s'installer sur sa terre? Le peuple juif et les frontières bibliques données à Moshe dans la Torah avant même que l'on rentre sur notre terre. Où a-t-on vu un peuple qui accepte de se limiter à l'avance, ne sachant pas à l'avance jusqu'où vont l'amener ses conquêtes? C'est bien la preuve que c'est un peuple qui a une identité. Il sait où il commence, il sait où il s'arrête. Et regardez maintenant la merveille du texte, et on a pratiquement terminé. Après nous avoir dit que Hachem a divisé l'humanité à propos de la tour de Babel, et j'ai expliqué division, pas comme c'était avant, où la division était selon la famille, selon l'identité profonde et réelle et authentique, mais là selon une pure convention d'aller où tu veux aller, allez viens on va à droite, non allez on va aller à gauche, et se retrouvent et se forment des peuples bâtards qui n'ont de nom que qui n'ont du passé que le nom. Regardez ce que la Torah nous dit tout de suite après, c'est fabuleux. Tout de suite après la tour de Babel, je répète le verset. Alken kara shema Babel, on a appelé son nom, ne traduisez plus maintenant confusion, mais mélange, comme ce que l'Europe est en train de devenir aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle est en train de disparaître. Alken kara shemo Babel, c'est pour cette raison qu'on a appelé son nom mélange et non confusion. Ki balal Hashem sfat kol haaretz, parce qu'Hachem a mélangé au point d'en faire une seule patte toutes les langues de la terre, ce qui veut dire que l'égyptien qui était parlé après la tour de Babel n'était plus l'égyptien qui était parlé avant la tour de Babel. Le Mède qui était parlé avant n'était plus celui qui était parlé après. Même les langues ont changé parce que chacun a introduit un peu de sa langue dans la langue originelle et les langues se sont confondues et dépréciées. Ça aussi c'est très important ce que nous dit le texte. Donc on ne sait plus ce qu'est l'égyptien d'avant la tour de Babel. Oui, une sorte de patois. Ou Misham et Fitza, mais c'est à partir de ce moment-là que les peuples ont été dispersés, Alpene Kol Haaretz, sur toute la terre. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'on nous dit? Ele Toldot Shem. Et voici l'histoire des engendrements de Shem. La Torah attend jusqu'après la tour de Babel pour nous dire et voici l'histoire des enfants de Shem. Et bien sûr, ça se termine par quoi dans la paracha? On cite les enfants les uns après les autres en passant par bien sûr
celui qui va être la lignée d'Abraham, on ne les cite pas tous, et on termine par le fameux verset que vous connaissez tous. Vayichi Terar Shivim Shana, Terar a vécu 70 ans, Vayoled et Avram, et il mit au monde Avram, fin pratiquement de Parshat Noach. Tout ça pour en arriver à Avram. Ça veut dire que Shem est le seul qui est arrivé à ne pas rentrer dans ce mélange total provoqué par Nimrod. Il est arrivé à préserver son identité, et encore, même lui, uniquement au niveau de 1 par génération. Comme c'est dit ici, Shem a eu Arparchad, Arparchad a eu Shelar, Shelar a eu Sereg, etc., jusqu'à Abraham. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Même Shem a été à 99% arraché à son identité et rentré dans ce grand brassage bâtard. Mais Shem, à la différence de tous les autres, est arrivé à garder au moins une ligne qui s'appelle Toldot, qui signifie de père en fils, jusqu'à Abraham. C'est qui Abraham? C'est celui qui est le résultat de ce refus de la confusion, du mélange et de la bâtardisation de l'humanité. Donc, quel va être le grand projet d'Abraham et du peuple qui va en sortir? Eh bien, reconstruire l'humanité. D'abord se préserver lui en tant que peuple famille. Vous comprenez donc que c'est aussi et bien sûr et surtout et essentiellement la raison qui a fait qu'on a pu traverser l'histoire. Au-delà de toutes les explications surnaturelles et miraculeuses, l'explication est très simple. Ne peut traverser l'histoire qu'un peuple famille. C'est pour ça que le plus grand de tous les dangers, 1 milliard de fois plus dangereux que Auschwitz et ses chambres à gaz, c'est l'assimilation. Parce que ce que Hitler ne pouvait pas faire et ne pourra jamais faire, un mariage mixte fait 100 000 fois plus. Parce que le mariage mixte, c'est la catastrophe. Maintenant, je dirais plus encore, puisque c'est aussi un petit peu un court méchant aujourd'hui. C'est même pas tellement l'assimilation qui est dangereuse, bien qu'elle est beaucoup plus dangereuse qu'Auschwitz. Parce que, sauf, si la mère n'est pas juive, ben, l'enfant ne le sera pas, et bon, ben, c'est perdu pour perdu. Mais ce qui est encore plus dangereux que l'assimilation, c'est le judaïsme libéral, la réforme. Pourquoi? Parce que eux, ils cachérisent l'assimilation en disant, bon, ben, un des deux est juif, ils sont tous juifs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus de 70% de la communauté juive américaine n'est pas juive d'après la loi d'Israël. Et pourtant, elle peut s'appeler Rubinstein, elle peut s'appeler comme vous le voulez. Même Cohen et les enfants ne sont pas juifs, ce qui n'est pas encore très grave si on le sait, mais considérés comme juifs et faisant partie d'une communauté juive et inscrits en tant que juifs à l'intérieur des institutions officielles du peuple juif. C'est-à-dire, quel est le danger? C'est que n'étant pas juifs, ils ne sont pas dotés de cette force de la traversée, et ils privent notre peuple de ses forces, et automatiquement, notre peuple devient comme n'importe quel peuple, sans identité, sans force, et automatiquement voué à la disparition. C'est ça le véritable drame du judaïsme libéral, qui est d'une certaine manière le plus grand crime, conscient ou non, commis à l'égard de notre propre peuple par des juifs eux-mêmes, comme très souvent dans l'histoire, nos pires ennemis sont souvent issus de notre sein, comme il est dit, c'est de toi que sortira tes destructeurs. Donc maintenant, bien sûr, la plupart, et surtout aujourd'hui, ne sont pas conscients, sont à des années-lumière de comprendre ce que j'explique, et ce n'est pas du tout leurs intentions, bien au contraire. Je ne parle pas d'un jugement moral sur telle ou telle personne, je parle d'un fait absolument incontournable de ce que provoque ce genre de judaïsme à moyen long terme, pire que Auschwitz et Treblinka. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour se battre contre ça? Et on se bat contre ça grâce au fait que la Torah affirme qu'il y aura toujours une lignée pure et dure. Ce fameux symbole de la lignée shémite authentique qui, elle, ne bouge pas. Shem, Arparchad, Serug, jusqu'à
Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il y aura toujours dans l'histoire un noyau dur familial indestructible, ce qu'on pourrait appeler l'atome des peuples, qui est le garant de la reconstruction future de l'humanité tout entière. Car grâce à cet atome indestructible, finalement toute l'humanité se reconstituera. Parce que qu'est-ce que c'est finalement une molécule? C'est un assemblage d'atomes. Tant qu'il y en a encore un, deux, on peut espérer reformer une molécule, une cellule et la vie. Donc finalement, on comprend d'une certaine manière pourquoi l'humanité tout entière, surtout les Philistins et tous ceux qui, comme lui, sont des peuples bâtards, continuent à se battre contre nous parce qu'eux veulent absolument que le projet de la bâtardisation de l'humanité réussisse. C'est pour ça que tous les gauchos sont pro-philistins, parce que qui se ressemble s'assemble, les bâtards vont avec les bâtards. Et donc c'est pour ça que le monde aussi est en danger lorsque les régimes et les partis politiques sont d'une certaine manière sous l'influence de cette idéologie-là et commencent à interdire d'interdire et tout est permis, tout est possible et on légalise tout comme on le sait, vous savez à quoi je fais allusion, parce que c'est cette idéologie bâtarde dont le projet de détruire l'humanité qui est derrière tout ça, et c'est pour ça que l'ennemi principal de toute cette idéologie, c'est toujours le pauvre petit peuple juif, qui au contraire se bat pour traverser l'histoire et préserver l'atome réparateur qui va sauver l'humanité, et au lieu de ça, tout le monde s'y met pour détruire cet atome, et comme on le sait, la potion magique finira par avoir le dessus sur toutes ces tentatives, et finalement un jour viendra où l'humanité reconstruite s'unira enfin à Israël et dira merci à Israël d'avoir supporté ce fardeau inimaginable d'être le seul à vouloir préserver la notion de famille et d'identité jusqu'au moment de la délivrance finale. Amen.